Nous sommes nés jeunes, mais la vieillesse nous est bientôt apportée par la génération précédente, déjà vieillie. La génération passée, qui a vieilli les connaissances, la décrépitude, la laideur, l'impose sous la jeunesse. Ils sont déjà vieux et meurent. Ceci est répété avec toutes les générations attachées à la structure précédente de la société. Et la société ne veut pas d'une nouvelle personne, une nouvelle entité. Elle le veut respectable. Elle le façonne, la forme, et détruit ainsi la fête et l'innocence du jeune homme. Nous faisons exactement cela avec tous les enfants, ici et partout dans le monde. Et ces enfants, lorsqu'ils atteindront l'âge adulte, seront vieux et ne mûriront jamais. La maturité est la destruction de la société, la structure psychologique de la société. À moins que vous ne soyez implacable avec vous-même, et à moins que vous ne vous libérez complètement de la société, vous ne mourrez jamais. La structure sociale, la structure psychologique de la cupidité, de l'envie du pouvoir, de la position, de l'obéissance, si vous n'êtes pas libre de toute cette psychologie, alors jamais va mûrir. Jamais va mûrir. Et vous avez besoin d'un esprit mature. L'esprit qui, en atteignant la maturité, est seul. L'esprit qui n'est pas paralysé, qui n'est pas gâté, qui ne porte aucune balle d'aucune sorte. Seul cet esprit est mature. Et vous devez comprendre cela. La maturation n'est pas une question de temps. Si vous voyez clairement et sans distorsion la structure psychologique de la société dans laquelle vous êtes né, a grandi et a été éduqué, alors le moment exact que vous le voyez, vous en êtes hors. Par conséquent, la maturité se produit pour le moment et non dans le temps. Ne peut pas être mûrie progressivement. La maturité n'est pas comme le fruit d'un arbre. Le fruit d'un arbre a besoin de temps, d'obscurité, d'air frais, de soleil, de pluie. Et dans ce processus, il se développe jusqu'à ce qu'il soit prêt à tomber. Mais la maturité ne se développe pas. La maturité est pour le moment. Soit vous êtes mature ou non. C'est pourquoi il est si important de voir psychologiquement comment votre esprit est attaché à la structure de la société. La société qui vous a fait respectable, une société qui vous a fait conformer, qui vous a conduit dans le modèle de vos activités. Je crois que l'on peut immédiatement voir la nature toxique de la société, car on voit un verre avec l'étiquette de poison. Lorsque vous vous voyez de cette façon, vous ne vous touchez pas, car vous connaissez votre danger. Mais vous ignorez que la société est dangereuse, qu'il n'y a rien de plus mortel pour ceux qui sont matures. Parce que la maturité est cet état d'esprit qui est complètement seul, alors que cette structure sociale et psychologique ne le laisse jamais tranquille, mais la façonne toujours, consciemment ou inconsciemment. L'esprit mature est complètement solitaire. Parce qu'elle a compris, elle est devenue libre. Et cette liberté survient en un instant. Vous ne pouvez pas travailler pour l'obtenir, vous ne pouvez pas le chercher, vous ne pouvez pas vous discipliner pour y parvenir. Et en cela réside la beauté de la liberté. La liberté est le résultat de la réflexion. La pensée n'est jamais libre et ne peut jamais être libre. Si nous comprenons la nature de la maturité, afin que nous puissions examiner le temps et la continuité. Pour la plupart d'entre nous, le temps est une vraie réalité. Le temps de l'horloge est une vraie réalité. Il vous faut du temps pour aller chez vous. Il faut du temps pour acquérir la sagesse. Il faut du temps pour apprendre certaines techniques. Mais y a-t-il une autre fois au-delà de cette période? Y a-t-il du temps psychologique? Nous construisons du temps psychologique, du temps couvert par la distance, l'espace, entre moi et ce que je veux être, entre moi et ce qui devrait être, entre le passé. C'est moi à travers le présent, qui est le moi, à l'avenir, qui sera le soi. Ainsi, la pensée crée du temps psychologique. Mais y a-t-il cette fois? Pour découvrir par vous-même, vous devez considérer la continuité. Que comprenez-vous par le mot « continuité » ? Et quelle est la signification interne de ce mot, si fréquent dans nos lèvres? Il sait. Si vous pensez, par exemple, dans le plaisir que vous avez eu, et que vous pensez constamment, jour après jour, chaque minute, cela donne au plaisir passé une continuité. Si vous pensez à quelque chose de douloureux, que ce soit dans le passé ou dans le futur, cela produit une continuité. C'est très simple. J'aime quelque chose, et j'y pense. Pensez à cela,
établit une relation entre ce que c'était, la pensée qui y pense, et le fait que j'aimerais la voir à nouveau. S'il vous plaît, c'est assez simple. Si vous vous consacrez, ce n'est pas du tout complexe. Si vous ne comprenez pas ce qu'est la continuité, vous ne comprendrez pas ce que je dirai de la mort. Vous devez comprendre ce que j'ai dit, non pas comme une théorie ou une croyance, mais comme une réalité. Vous voyez. Si vous pensez tout le temps avec votre femme, votre maison, vos enfants ou votre travail, vous avez établi une continuité, n'est-ce pas? Si vous avez un problème, une peur, un sentiment de culpabilité, et si vous y réfléchissez toujours, vous aurez établi une continuité et nos esprits fonctionnent dans cette continuité. Toute notre pensée est cette continuité. Vous êtes psychologiquement violent et pensez être violent. Idéal. Ainsi, en pensant ne pas être violent, vous avez établi la continuité d'être violent. S'il vous plaît, il est important de comprendre cela. C'est très simple. Réalisez simplement ce mécanisme. Pensez-vous que quelque chose lui donne la continuité, qu'il soit agréable ou désagréable, soit sa douleur ou sa joie, soit du passé, soit quelque chose qui se produira demain ou la semaine prochaine. C'est donc à penser qui établit la continuité en action, comme aller au bureau. Jour après jour, mois après mois, pendant 30 ans, jusqu'à ce que votre esprit soit inerte. Et vous aussi, établissez une continuité avec votre famille, dites-vous. C'est ma famille. Vous y pensez, essayez de le protéger et essayez de construire une structure, une protection psychologique pour cela et autour de vous. Et donc la famille devient extrêmement importante. Et vous êtes détruit. La famille détruit. Elle est mortelle pour faire partie de la structure sociale qui lui frappe l'individu. Ayant établi une continuité physique et psychologique, le temps devient très important. Pas le temps de l'horloge, mais le temps comme moyen de réaliser, le temps comme moyen d'atteindre psychologiquement, de gagner, de succès. Vous ne pouvez pas réussir, vous ne pouvez pas surmonter à moins que vous y pensiez, à moins que vous ne vous y fassiez l'esprit. Ainsi, psychologiquement, intérieurement, le désir de continuité est un instrument de temps. Et le temps génère la peur. Et la pensée, comme le temps, craint la mort. Si vous, intérieurement, n'avez pas le temps, la mort vous envahit pour le moment. Ce n'est pas quelque chose à craindre. C'est-à-dire, si chacun la minute de la journée ne se poursuit pas, que ce soit pour le plaisir ou la douleur, le remplissage ou le manque de remplissage, d'insultes, de compliments, de tout ce qui pensait, il y a donc la mort chaque minute. Vous devez mourir à chaque minute, pas théoriquement. C'est pourquoi il est si important de comprendre ce mécanisme de pensée. La pensée n'est qu'une réponse, le reflet du passé. Il n'a aucune validité, tout comme l'arbre que vous voyez vraiment. Pour comprendre la signification extraordinaire de la mort, il y a un sens pour la mort, que je parlerai bientôt. Vous devez comprendre cette question de continuité. Réaliser ce qui est vraiment, comprendre le mécanisme de pensée qui crée une continuité. J'aime ton visage, je pense à lui et j'ai établi une relation de continuité avec vous. Je ne t'aime pas. J'y pense, c'est le démon. Mais si vous ne pensez pas à ce qui vous donne du plaisir ou provoque de la douleur, ou demain, ou de ce que vous conquérirez, si vous réussissez, s'il atteindra la gloire, la notoriété et tout le reste, si vous ne pensez pas à votre vertu, à votre respectabilité, à ce que les autres disent ou disent, si vous êtes total et complètement indifférent, alors il n'y a pas de continuité. Mais je ne sais pas si vous êtes vraiment indifférent à tout. Je ne veux pas m'habituer aux situations. Vous vous êtes habitué à la laideur de Bombay, à l'odeur des rues, à votre façon de vivre. Vous vous êtes habitué à tout cela. Mais cela n'implique pas que vous êtes indifférent. Si vous vous y habituez, si vous créez l'habitude, vous aurez votre esprit pour rendre votre esprit insensible. Mais être indifférent est complètement différent. L'indifférence survient lorsque vous avez nié et invalidé une habitude. Quand vous voyez la laideur et que vous vous en rendez compte, lorsque vous voyez le ciel bleu au crépuscule et ne vous en réalisez, ni ne souhaitant ni accepter ni repousser, sans jamais fermer la porte à rien, et être donc complètement et intérieurement sensible
à tout ce qui vous entoure. Vous entoure? Vous entoure? Donc cela pousse une indifférence qui a une force extraordinaire. Et ce qui est fort est vulnérable, car il n'y a pas de résistance. Mais l'esprit, qui se limite à la résistance, se laisse attacher à l'habitude, et est donc stupide, terne et insensible. L'esprit, qui est indifférent, est conscient de la mauvaise qualité de notre civilisation, de notre pensée, de la laideur des relations. Il est pleinement conscient de la rue, de la beauté d'un arbre ou d'un beau visage, d'un sourire. Et elle ne nie ni n'accepte, juste des notes, pas intellectuellement, pas froid, mais avec cette indifférence chaleureuse et affectueuse. La note n'est pas un détachement, car il n'y a pas de fixation. Ce n'est que lorsque l'esprit est attaché à votre domicile, à la famille, à un travail que l'on peut parler de détachement. Mais ils savent que quand il est indifférent, il y a une douceur là-dedans, il y a un parfum dans ce domaine. Il y a une qualité d'énergie énorme. Ce n'est peut-être pas le sens de ce mot dans le dictionnaire. Il faut être indifférent à la santé, à la solitude, à ce que les gens disent ou ils arrêtent de dire. Indifférent à la réussite ou non. Indifférent à l'autorité. Si vous entendez quelqu'un tirer, faire beaucoup de bruit avec un pistolet, vous pouvez facilement vous y habituer et vous pouvez vous rendre sourde. Ce n'est pas une indifférence. L'indifférence vient du fait que vous entendez ce bruit sans résistance. Marchez avec ce bruit, roulez infiniment dans ce bruit. Ainsi, ce bruit n'affectera pas, ne le perverdra pas et ne le rendra pas indifférent. Ensuite, vous entendez chaque bruit du monde. Le bruit de vos enfants, votre femme, vos oiseaux, le bruit qui font des politiciens, de toutes leurs conversations. Vous entendez complètement tout avec indifférence et donc avec compréhension. L'esprit qui vise à comprendre le temps et la continuité doit être indifférent au temps et ne pas essayer de remplir l'espace que vous appelez le temps de divertissement, d'adoration, de bruit, de lecture, d'aller au cinéma ou avec tous les moyens qui sont les moyens, vous l'utilisez. Vous avez continué et donc vous ne saurez jamais ce que c'est de mourir. Vous remarquez, la mort est la destruction. C'est la fin. Vous ne pouvez pas discuter avec elle. Vous ne pouvez pas vous dire non, attendez quelques jours de plus. Vous ne pouvez pas discuter. Ne peut pas mendier. Elle est la fin. C'est absolu. Nous ne sommes jamais confrontés à quelque chose de final et absolument. Nous faisons toujours le tour, et c'est pourquoi nous craignons la mort. Nous pouvons inventer des idées, des espoirs, des craintes, et avoir des croyances telles que nous passerons par la résurrection, nous naîtrons de nouveau. Ce sont toutes les formes rusées de l'esprit, désir de continuité, du temps, qui n'est pas un fait, qui est simplement de penser. Vous savez, quand je parle de la mort, je ne parle pas de votre mort ou du mien. Je parle de la mort, de ce phénomène extraordinaire. Pour vous, une rivière signifie la rivière avec laquelle vous êtes familier, le Gange ou celui qui passe par votre village. Immédiatement, dès que le mot Rio est mentionné, l'image d'une rivière en private vient dans votre esprit. Mais vous ne connaîtrez jamais la vraie nature de toutes les rivières, qui devient une vraie rivière, si le symbole d'une certaine rivière surgit dans votre esprit. La rivière est de l'eau scintillante, les magnifiques rives, les arbres sur les rives. Pas une certaine rivière, mais la qualité de la rivière de toutes les rivières, la beauté de toutes les rivières, les courbes sinueuses de chaque ruisseau, chaque chute de cascade. L'homme qui ne voit qu'une rivière particulière a un esprit mesquin et superficiel. Mais l'esprit qui considère la rivière comme un mouvement, comme l'eau, non dans un pays particulier, non dans un village particulier, mais sa beauté, cet esprit est hors de particulier. Si vous pensez à une montagne étant originaire de l'Inde et que vous avez été créé avec tous les livres religieux s'y appelés et tout le reste, vous visualiserez probablement l'Himalaya. Pour vous, la montagne signifie l'Himalaya. Vous en avez donc immédiatement une image, mais la montagne n'est pas l'Himalaya.
La montagne n'appartient à aucun pays. C'est que hauteur dans le ciel bleu, recouvert de blanc, formé par les vents et les tremblements de terre. L'esprit qui pense largement dans les montagnes ou les rivières, sans les relier au pays, cet esprit n'est pas mesquin, pas une petite esprise. Si vous pensez à une famille, pensez à votre famille tout de suite, et donc la famille devient quelque chose de mort. Et vous ne pouvez jamais discuter largement du sujet d'une famille en général, car vous faites toujours référence à la continuité de la pensée à cette famille particulière à laquelle vous appartenez. Donc, lorsque nous parlons de la mort, nous ne parlons pas de votre mort ou du mien. Peu importe, en réalité, si vous ou moi mourrons, nous mourrons, pleins de bonheur ou de malheur, mourant heureux de vivre entièrement, complètement, avec tous les sens, avec tout leur être, pleinement vivant, en pleine santé ou mourant lamentablement. Comme un âge d'âge, frustré, douleur, n'a jamais connu un jour de bonheur ou de richesse, jamais ayant eu un moment où il a été témoin du sublime. Je parle donc de la mort, pas de la mort d'une personne en particulier. La mort est la fin. Et ce que nous avons peur, de ce que nous sommes terrifiés, c'est de la fin. La fin de votre travail, le départ, le mettant de côté, la fin de votre famille, la personne que vous pensez que vous aimez, la fin de tout ce que vous avez continuellement pensé pendant des années. Vous craignez? C'est la fin. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé, délibérément, consciemment et délibérément, pour finir quelque chose, son habitude de fumer, de boire, d'aller à l'église, de son désir de pouvoir, terminer complètement, en même temps, tout comme un chirurgien qui a extrait le cancer. Avez-vous déjà essayé de couper ce qui vous est le plus agréable? Il est facile de couper ce qui est douloureux, mais il n'est pas facile de couper délibérément, avec une précision chirurgicale compatissant. Ce qui lui donne du plaisir, sans savoir ce qui se passera à l'instant suivant. Couper en sachant ce qui va se passer, alors vous n'opérez pas. Si vous l'avez fait, vous saurez ce que c'est de mourir. Si vous avez déjà tout coupé autour de vous, chaque racine psychologique, espoir, désespoir, culpabilité, anxiété, succès, attachement alors, cette opération, ce qui nie toute la structure de la société, cette ignorance de ce qui se passera lorsque vous opérez complètement, de ce total nid, eux-mêmes meurent pour tout ce que vous avez connu. La coupe délibérément tout ce qu'il a su est de mourir. Essayez-le à tout moment, pas comme un acte conscient, délibéré et vertueux pour le découvrir. Essayez juste. Jouez avec, parce que vous en apprenez plus d'un jeu que d'un effort conscient et délibéré. Lorsque vous le niez, vous aurez détruit. Et il doit détruire, car c'est sûrement la destruction que l'esprit purifié et sans audace surgira. Il n'y a rien de psychologique construit par la génération passée qui mérite d'être entretenu. Examinez la société, le monde que la génération passée a créé. Si quelqu'un essayait d'en faire plus confus, plus misérable, ne pouvait pas faire. Vous devez bariner tout cela instantanément, tout jeter à la poubelle. Et pour découper tout cela, pour tout faire, pour tout détruire, vous devez comprendre et avoir besoin de quelque chose encore plus que de compréhension. Une partie de cette compréhension est la compassion. Sachez, nous ne l'aimons pas. L'amour ne survient que lorsqu'il n'y a rien, quand vous avez nié le monde entier. Ce n'est pas cet énorme appelé le monde, mais votre monde, le petit monde dans lequel vous vivez. La famille, l'attachement, les combats, la domination, leur succès, leurs espoirs, leur culpabilité, leur obéissance, leur Dieu et leur mythe. Lorsque vous avez nié tout ce monde, quand il ne reste plus rien, pas de Dieu, pas d'espoir ou de désespoir, quand il n'y a pas de recherche, alors ce grand vide émergera. Qui est une réalité extraordinaire, qui est un fait extraordinaire, pas évoqué par lequel se poursuit avec la famille par le sexe à travers le désir. Et si tu ne le fais pas amour, ce qui est vraiment l'inconnu, faites tout ce que vous faites, le monde restera le chaos. Ce n'est que lorsque vous avez complètement nié le connu,
ce que vous savez, vos expériences, vos connaissances, pas la technologie connue, mais la connaissance de vos ambitions, vos expériences, votre famille. Lorsque vous avez complètement nié le connu, lorsque vous balayez, lorsque vous mourrez pour tout cela, vous verrez qu'il y a un vide extraordinaire, un espace extraordinaire à l'esprit. Et seul cet espace peut savoir ce qu'est l'amour. Et ce n'est que dans cet espace qu'il y a de la création. Pas la création d'enfants, ni pour mettre une peinture sur une toile, mais cette création qui est l'énergie totale, l'incognable. Mais pour y parvenir, vous devez mourir pour tout ce que vous avez connu. Et dans cette mourante, la grande beauté a une énergie inépuisable de la vie. Je voudrais parler du temps et de la mort, et aussi de ce que nous donnons le nom de l'amour. Nous n'avons pas affaire à des idées. Les idées sont des pensées organisées, et les pensées ne résolvent pas nos problèmes les plus profonds et les plus psychologiques. Ce qui dissout vraiment nos problèmes, c'est de leur faire face, non pas à travers l'écran de pensée, mais en se mettant directement et vivement en contact avec eux, en les voyant vraiment et en ressentant le fait. Si je peux utiliser le mot, cela doit être émotionnellement, pas sentimentalement, mais émotionnellement, en contact avec le fait. Si nous nous soutenons exclusivement sur la pensée, peu importe à quel point il est clarifié, bien organisé, sain, rationnel et logique, nos problèmes psychologiques ne seront jamais résolus. Parce que c'est la pensée qui crée tous nos problèmes. Celui qui est prêt à examiner cette question de mort détenue et à ne pas échapper à lui, doit découvrir comment la pensée crée du temps et comment la pensée nous empêche de comprendre le sens et la profondeur de la mort. La plupart d'entre nous craignent la mort et nous essayons d'échapper à cette peur en rationalisant la mort ou à travers différentes croyances, rationnelles ou irrationnelles, encore une fois produites par la pensée. Selon, je pense, entrer dans cette question de la mort que l'esprit est non seulement logique et sain, mais qu'il est également capable de regarder directement le fait de voir la mort telle qu'elle est et de ne pas être dominé par la peur. Pour comprendre la peur, nous devons comprendre le temps. Je ne me réfère pas au temps de l'horloge, à l'heure chronologique. C'est assez simple, c'est mécanique. Il n'y a pas grand-chose à comprendre. Je parle du temps psychologique. Le regard en arrière, en voyant des jours et des jours passés. Tout ce que nous savons, ressentons, apprécions, rassemblés et stockons dans notre mémoire. Le souvenir dans le passé façonne notre présent, qui, à son tour, se projette à l'avenir. Tout ce processus constitue le temps psychologique auquel la pensée est coincée. La pensée est le résultat d'hier, qui passe aujourd'hui vers demain. La pensée du futur est conditionnée par le présent, qui, à son tour, est conditionné par le passé. Le passé est composé de tout ce que l'esprit conscient a appris à l'école, les œuvres qu'elle a faites, les connaissances technologiques qu'elle a accumulées, etc. Puisque tout cela fait partie du processus mécanique de la mémorisation. Mais il est également fait de connaissances psychologiques, des situations qui ont été vécues et conservées, les souvenirs profondément cachés dans l'inconscient. La plupart d'entre nous n'ont pas le temps d'enquêter sur l'inconscient. Nous sommes très occupés, engagés dans nos activités quotidiennes. Ainsi, l'inconscient donne plusieurs signes d'aspirateur sous forme de rêves. Et ces rêves nécessitent alors une interprétation. Tout cela, des processus conscients et inconscients, et le temps psychologique. Le temps est compris comme la connaissance, l'expérience, la distance entre ce qu'elle est et ce qu'elle devrait être. Le temps est compris comme un moyen de réaliser, de réussir, de satisfaire, de devenir. L'esprit conscient est façonné par l'inconscient, et il est très difficile de comprendre les motifs cachés, les raisons et les conclusions de l'inconscient. Car nous ne découvrons pas le chemin vers notre inconscient par un effort conscient. Il doit être approché négativement, et non par le processus positif d'analyse. L'analyste est conditionné par ses souvenirs et son approche positive de ce qu'il ne sait pas et n'est pas pleinement conscient est très peu importante. De même, il est nécessaire d'approcher négativement la mort,
car nous ne savons pas ce que c'est. Nous avons déjà vu d'autres mourir, nous savons qu'il y a la mort de la maladie, de la vieillesse et de la décomposition, de la mort par accident et de la mort intentionnelle. Mais nous ne savons pas vraiment ce que c'est de mourir. Nous pouvons rationaliser la mort, voir la vieillesse pour venir chez nous, la sénilité progressive, la perte de mémoire, etc. Nous pouvons dire « Eh bien, la vie est un processus de naître, grandir et se décomposer. Et la fin du mécanisme physique est inévitable. Mais cela n'apporte pas une connaissance approfondie de ce qu'est la mort. Comme la vie, la mort doit être extraordinaire. La vie est une totalité. Souffrance, douleur, angoisse, joie, idées absurdes, bien, envie, amour, souffrance atroce de la solitude. Tout cela est la vie. Et pour comprendre la mort, nous devons comprendre toute la vie. Pas seulement prendre l'un de ces fragments et vivre avec ce fragment comme la plupart d'entre nous le font. Dans la compréhension même de la vie, la compréhension de la mort, car les deux ne sont pas séparés. Nous n'avons pas affaire à des idées ou à des croyances parce qu'ils ne résolvent rien. L'homme qui a l'intention de connaître le sens de la mort, qui a vraiment l'intention de vivre et de connaître le sens total de cela, doit être conscient de la mort dans la vie. Autrement dit, il doit mourir tous les jours. Physiquement, on ne peut pas mourir tous les jours, bien qu'il y ait un changement physiologique qui se produit à chaque instant. Je me réfère à la mort psychologique intérieure. Tout ce que nous stockons comme l'expérience, les connaissances, les plaisirs et les douleurs que nous connaissons meurent pour tout cela.